Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour ce webinaire dans le cadre de la Semaine de l'entreprise responsable et inclusive organisée par l'AFMD et le MEDEF. Je suis Fabien Figula-Le Thor, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle AFL Diversity. Chez AFL Diversity, notre mission, c'est d'aider et d'accompagner les entreprises à être plus inclusives. Rapidement, on va faire ça avec 3 types de solutions, du conseil et de l'accompagnement, de beaucoup d'ateliers d'intelligence collective avec les collaborateurs pour vraiment rentrer dans l'action, d'accompagnement de comité de direction, de lancement d'employee resource group sur les différents sujets. Donc, on intervient sur tous les sujets de diversité et inclusion, égalité homme-femme, handicap, LGBT, les générations et les diversités d'origine et sociale. Le second pilier, ça va être de la formation, sensibilisation, et notamment avec l'animation de fresques de la diversité, qui est un outil qu'on aime beaucoup parce qu'il est assez puissant dans la prise de conscience des enjeux et de l'importance. Et le dernier point, c'est le Grand Prix Diversité et Inclusion que nous avons créé l'année dernière sous le haut patronage du ministère de l'Égalité des chances et contre la discrimination, dont la cérémonie, dans la 2e édition, aura lieu le 7 novembre chez TF1. Voilà, donc là, l'idée, c'est d'avoir de l'impact et de présenter, partager les entreprises et les organisations, les initiatives des entreprises et organisations qui font des choses audacieuses, impactantes, pour inspirer celles et ceux qui savent des fois pas forcément par où commencer. Voilà, donc ça, c'est très rapide sur un peu qui on est, ce qu'on fait. Donc, on travaille avec des clients dans tous les secteurs d'activité, parce que la diversité et l'inclusion, c'est vraiment pas l'enjeu d'un secteur ou d'un métier. Et on travaille en écosystème avec des associations, des institutions, des entreprises. Donc, on va en avoir un exemple ce matin avec nos invités sur le webinaire. Donc, ce matin, nous allons passer 55 minutes maintenant à discuter d'un sujet qui est parfois tabou en entreprise, sur la diversité d'origine, et notamment comment accueillir les personnes d'origine étrangère pour une inclusion efficace. Et pour répondre à cette question, je vais avoir 3 invités que je remercie d'avance de leur présence et de leur préparation. Donc, Maya Boureille, qui est la fondatrice et directrice générale de l'association Youn. François Blouin, qui est le fondateur et PDG de Food Service Vision. Et Laure Bonjour. Bossin, qui est directrice associée en charge des RH, également chez Food Service Vision. Avant que j'oublie, donc l'agenda un peu de la table ronde, donc on va avoir un échange tous les 4 pendant 40, maximum 45 minutes. L'idée à la fin, c'est de garder de l'espace et du temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions quand elles vous viennent dans le chat. S'il y a des questions, un peu de clarification, parce que des concepts ne sont pas clairs, on les prendra en direct. Et les autres questions, on va plutôt les garder pour la fin. Voilà, donc je vous propose qu'on démarre, et on va démarrer par un petit tour des présentations. Maya, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et présenter Youn? J'ai coupé ton micro pour information. N'oublie pas de le rallumer. Bonjour, bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je dirige l'association Youn France, qui est créée à Lyon depuis 7 ans et animée par une équipe salariée et bénévole, des coachs professionnels, des formateurs en français langue étrangère et d'autres experts, par exemple juridiques. L'objectif de Youn, c'est de lutter contre le déclassement professionnel ressenti ou avéré des personnes de nationalité ou d'origine étrangère et de favoriser leur intégration durable au travail en France par le rapprochement entre ces personnes et les employeurs et le développement du pouvoir d'agir de ces 2 parties prenantes. On a 2 missions pour ce faire et donc depuis 7 ans, on conseille, on outille et on accompagne aujourd'hui plus de 2000 personnes rencontrées à travers nos services. Et pour les personnes que nous avons accompagnées pendant plus de 6 mois, on a constaté un taux de réussite d'intégration professionnelle de plus de 70%. Il faut imaginer que voilà, ces personnes sont de grande diversité. Donc, on a plus de 50 nationalités et on couvre, comme je dis souvent, toute la panoplie de l'étranger possible en France. Donc, des personnes avec ou sans diplôme, des personnes exilées, des personnes pour qui il peut y avoir une régularisation pour le travail, des conjoints de Français ou d'autres personnes étrangères, des profils de type expatriés, des étudiants en fin de cursus diplômant également. Ça, c'est notre première mission. Donc, on fait.
Et notre deuxième mission, c'est de partager. Et du coup, c'est d'embarquer les acteurs du territoire, en premier lieu les employeurs, les entreprises, mais aussi les acteurs de l'emploi et les citoyens, pour agir avec plus de qualité dans les différentes actions qu'elles peuvent réaliser pour l'intégration professionnelle des personnes étrangères en France. Voilà un peu pour la présentation. Merci beaucoup, Maya. Alors, c'est vrai, on se connaît bien avec Maya parce que je suis moi-même bénévole à l'association Youn et je fais partie du conseil d'administration. Juste pour clarifier aussi un petit peu. Merci, Maya, pour cette explication. François et Laure, est-ce que vous voulez bien vous présenter et présenter aussi Food Service Vision? Bonjour à tous, moi je suis François, je suis le fondateur de Food Service Vision et aujourd'hui je suis venu avec Laure. Laure, ton micro est éteint. Bonjour à tous, Laure Gosselin, directrice associée, et j'ai notamment en charge les ressources humaines chez Food Service Vision. Je dis notamment parce que nous sommes une petite structure. François va vous présenter davantage de notre structure, 25 personnes, donc j'ai aussi en charge les autres fonctions support et des missions également. J'ai gardé des missions opérationnelles. Voilà. Et pour présenter Food Service Vision, notre métier, c'est l'intelligence économique dans le secteur de la restauration. Et en anglais, je ne sais pas si vous le savez, mais le secteur de la restauration, c'est l'hospitality business, donc c'est le métier de l'hospitalité. C'est un marché qui est très lié aux cultures finalement. Tout ce qui se mange est culture. Et depuis l'origine du cabinet qui a été créé il y a 18 ans, nos clients, fournisseurs alimentaires, chaînes de restauration, nous amènent à étudier les marchés internationaux. Aujourd'hui, l'international, ça représente un tiers de notre activité à peu près. Et pendant 15 ans, on a fait tout ce travail-là avec uniquement des salariés français, francophones, historiquement nés en France pour l'essentiel. Et pour la première fois, en 2019, on a embauché un salarié étranger, Abdullah, qui était indien, étant né en Arabie Saoudite. Et très vite, j'ai senti qu'il serait utile de nous faire accompagner, à la fois pour lui permettre de bien s'intégrer, mais aussi pour nous permettre, lui, de bien l'intégrer. Et donc l'histoire avec Youn, elle s'est faite de manière assez naturelle, parce qu'il y avait d'un côté cette conviction que l'hospitalité, la pointe d'accent que vous sentez avec l'émotion du matin, moi je viens du sud-ouest, c'est une terre hospitalière, voilà, on aime recevoir, on aime accueillir. Nous inviter à accueillir Abdullah différemment de la manière dont on avait accueilli les autres salariés avant lui. Tout simplement parce qu'il ne parlait pas la langue à ce moment-là, il ne connaissait pas bien la culture. Voilà, et puis l'échange avec Youn, il s'est fait de manière extrêmement naturelle, puisque Muriel, mon épouse, était à l'époque administratrice de Youn, elle est maintenant présidente de l'association. Et quand elle me parlait avec passion de ce que Youn était en train de faire et de lancer, voilà, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire ensemble pour accueillir et intégrer Abdullah, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Voilà, du coup, c'est une vraie joie de partager ce matin, parce que c'est à la fois en tant que témoin entrepreneur, mais aussi en tant que témoin soutien de bénévoles en association, et il y en a besoin, qui intervient ce matin. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, il nous manque quelqu'un d'important ce matin, c'est Abdullah, qui malheureusement voilà, a un empêchement. Mais voilà, Laure, François, Maya, vous connaissez bien, donc je compte aussi sur vous pour essayer de nous donner des verbatims si vous en avez, ou en tous les cas les impressions qu'il a partagées dans tout ce parcours d'accompagnement. Alors, avant de démarrer un peu la discussion, je voulais quand même partager, pour poser un peu le contexte, quelques chiffres qu'on a en France sur le sujet qui nous rassemble ce matin. Alors, les premiers, c'est l'INSEE nous indique qu'en 2021, les personnes immigrées et les descendants d'immigrés sont 2 fois plus au chômage que le total de la population. C'est-à-dire qu'on a 13% de chômage versus 7% pour le total de la population. Alors, il y a plusieurs études, plusieurs chiffres qui ont aussi regardé le nombre d'années, ou le temps, mais le nombre d'années que mettent les personnes d'origine étrangère à retrouver un emploi soit choisi, soit le même qu'avant leur départ de leur pays. Donc, on est sur 10 ans. 10 ans pour retrouver le même niveau d'emploi pour ces personnes-là. C'est énorme. Et une autre étude de la DARES, que je pense certains d'entre vous connaissent, c'est une personne avec un patronyme maghrébin. Il a 31,5% de chances de moins d'être contacté. Donc là, on ne se parle même pas d'être recruté, c'est d'être contacté suite à son CV. Donc voilà, donc il y a un vrai enjeu. Une partie de l'explication
elle va être sur les biais. Donc voilà, je pense que je ne vais pas faire un cours sur les biais, mais rapidement, les biais, c'est une erreur de raisonnement qui est due à un raisonnement court, rapide, facile et automatique. Et notamment sur la discrimination, il y a un biais très important qui est le biais endogroupal. Le biais endogroupal, c'est qu'en fait, notre cerveau, il imagine que ce qui nous est familier est meilleur que ce qui ne l'est pas. Par exemple, quand on vient de la même ville, on a fait les mêmes études, on a la même couleur de peau, on soutient le même club de foot, etc. Donc le cerveau pense que ça va être mieux. Et c'est tout à fait inconscient. Et donc, je pense que vous sentez bien ce qui est à l'œuvre ici. Voilà, c'est de la discrimination inconsciente, notamment par ce biais endogroupal. Donc, c'était un petit peu de neurosciences rapide. Il y a plein de choses qui existent sur les biais, si ça vous intéresse. J'aurais bien aimé, Maya, avoir ta vision aussi terrain de ce que toi, tu observes voilà, chez les Youners, du côté des entreprises, qui peuvent aussi expliquer ces chiffres. Oui, alors effectivement, nous, on est vraiment sur le terrain. Donc, tous les jours, on est aux côtés des personnes étrangères dans leur parcours du combattant, un petit peu pour oser leurs ambitions professionnelles. Et du coup, on a posé ça comme constat à la création de l'association. Donc, vous pouvez aussi retrouver ces éléments de contexte sur notre site internet. Mais d'une première part, il y a un espèce de faisceau, un petit peu de frein que vont rencontrer les personnes étrangères dans le cadre de leur recherche de travail en France, de par le fait qu'elles sont bien des personnes étrangères. Nous, on parle vraiment de plus en plus de personnes en véritable situation de fragilité, de par l'ensemble de ces freins. Donc, naturellement, je pense que tous que vous avez en tête le sujet un petit peu de la barrière des diplômes, ou plutôt de la non-reconnaissance des diplômes étrangers à l'équivalence. Alors, il y a les métiers réglementés, hein, avec des ordres qui vont vraiment officialiser cette barrière à l'entrée, la médecine, l'architecture, les métiers du droit, par exemple. Mais en fait, c'est déjà un faux mot en fait, de parler d'équivalence parce que ce sont des études de comparabilité qui sont éditées par l'État. Et à chaque fois, en fait, pour un bac+5, il y aura de toute façon une reconnaissance à moins. Donc, dans tous les cas, pour la personne elle-même, ça va faire un petit peu une déception, voire une grosse frustration. Et donc, nous, on parle même au-delà des enjeux de diplôme. C'est un doute persistant sur les compétences réelles de la personne, tant que ne sera pas intervenu un pair professionnel qui va pouvoir vraiment valoriser le potentiel de la personne au regard de ce qu'elle connaît elle-même du métier, ou par un tiers de confiance qui va venir engager la confiance d'un futur employeur. Voilà, donc par exemple, quelqu'un qui a déjà travaillé avec une personne qui va pouvoir dire à l'autre, mais si, vas-y, moi j'ai déjà bossé avec lui, tu vas voir, c'est tranquille, voilà, il faut un petit peu s'adapter, mais tu peux le faire. Et là, on oublie un petit peu les enjeux de diplôme. Donc ça, c'est un premier frein. Il y a aussi évidemment l'insuffisante maîtrise de la langue française, vraiment spécifique à l'objectif professionnel poursuivi. Donc vraiment, le jargon professionnel, ça va être un énorme plus de pouvoir utiliser des mots-clés dans sa démarche de recherche de travail. Et aujourd'hui, il y a très, très peu de cours de français qui permettent vraiment l'apprentissage du jargon professionnel avant même ou en même temps le fait d'apprendre bonjour, au revoir et d'acheter sa baguette de pain. On parle aussi de méconnaissance des codes socioculturels et socioprofessionnels français, mais surtout en fait des techniques de recrutement et de recherche du travail, des codes qu'on a sur ce fonctionnement du marché du travail et de ces acteurs aussi. Donc les personnes vont mettre énormément de temps à se dépatouiller un petit peu dans qui fait quoi et qui peut fournir de l'aide, ou même comment discerner une entreprise qui vaut le coup ou qui est un peu dans le moment et moins et les autres. On parle d'absence de réseau personnel et professionnel qui vont limiter en fait le développement d'opportunités pertinentes, mais surtout désocialiser à grande vitesse les personnes. Déjà, la recherche d'emploi pour une personne française, en théorie, on dit elle met en moyenne 6 mois, mais je pense qu'aujourd'hui, ces chiffres doivent être revus à la hausse. Mais une personne étrangère, ça va être beaucoup plus. Et du coup, le spectre vraiment de la désocialisation et de l'isolement guette très, très vite toutes ces personnes-là. Et on va rajouter, selon les situations, bien entendu, des freins sociaux, des freins financiers, des freins juridiques, de la discrimination. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ça va venir encore plus peser dans la balance. Et enfin, nous, on aime bien terminer sur ce frein important et souvent un peu inconscient de nous accueillants, mais c'est le fait que chaque personne étrangère va traverser de façon plus ou moins consciente
une période de changement identitaire et culturel qui peut être très fragilisante, avec la peur de repères et la nécessité d'en recréer en négociant des nouveaux repères à la jonction entre sa culture d'origine ou son expérience tout au long de son parcours de vie et la nouvelle culture d'accueil. Et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps pour se retrouver une place. Quelles sont les conséquences de ces freins? C'est que ces personnes vont fournir un très gros effort d'adaptation, voire de suradaptation, qui en fait est intenable sur le long terme. Donc c'est vraiment pour donner le change. Ou alors, à l'inverse, elles vont s'auto-censurer par peur de ne pas pouvoir remplir les prérequis ou les exigences d'un poste. Elles vont souvent fantasmer sur les attentes qui seront réelles in fine, parce que voilà, on crée des offres d'emploi avec la recherche un petit peu de la personne magique, ou alors parce que des offres d'emploi vont être peu attractives ou peu détaillées. Et donc, en fait, les personnes, elles vont finir par potentiellement se décourager et se déclasser et par accepter un poste par défaut, ce qui occasionne pour nous tous, finalement, je pense, le constat d'un réel gâchis et pour les personnes, beaucoup de ressentiment. Et donc, au final, ça va être des contrats d'une manière ou d'une autre qui vont pas être durables. Une deuxième explication je constate, en tout cas depuis la création de l'association, c'est vraiment la quasi-impossibilité de ces personnes en situation de fragilité de rencontrer et de se confronter aux entreprises du marché classique, donc c'est-à-dire, je pense, beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, de par leur situation de fragilité et la multiplicité de leurs freins, y compris les enjeux d'intégration sociale, voilà, au sens encore plus large, elles évoluent dans des très petits cercles et réseaux sociaux. Et quand elles vont être en lien avec des acteurs, ça va être avec des acteurs spécialisés de la précarité sociale ou professionnelle, qui eux-mêmes ont très peu d'accès finalement aux offres d'emploi du marché classique et qui vont du coup se contenter de passer des offres d'emploi qui répondent à des demandeurs d'emploi de longue durée, par exemple, ou plutôt calibrés pour des profils pas ou peu qualifiés. Donc finalement, il y a moins d'offres possibles que ce que vraiment représente le marché. Et donc, en fait, naturellement, ces personnes, elles ne vont pas croiser votre route. Moi, je racontais à la création d'entreprise à un grand dirigeant d'une entreprise dans le digital lyonnais que nous, dans l'association, on avait un chercheur en intelligence artificielle qui avait formé des générations de personnes à Dubaï et qui, en tant que réfugié et vu sa situation, jamais il allait rencontrer l'entreprise. Et que du coup, il y avait un gros effort, en fait, pour adapter les canaux de rencontre possibles, soit le sourcing, soit le pouvoir d'aller vers et d'oser aller vers des entreprises qui attirent, du coup, selon ses compétences. Voilà un petit peu pour les principaux freins que nous, on constate du coup du côté des personnes étrangères. Côté entre... Oui. Est-ce qu'il y a des craintes côté entreprise? Ah, François voulait compléter peut-être. Ah oui. Je voulais juste rebondir pour, dans l'échange sur le fait que parmi les freins que tu as évoqués, hein, tu as parlé de diplôme, de culture, de langue ou d'intégration via les réseaux, on y reviendra tout à l'heure, mais en fait, on voit bien que ces 4 dimensions, elles vont être très très différentes d'une personne à l'autre. Nous, on y reviendra tout à l'heure. Dans le cas d'Abdullah, on n'avait pas de problème de diplôme, c'est quelqu'un qui est très diplômé. En revanche, on avait bien les 3 autres sujets, celui de la culture, de la langue et de l'intégration, qui ont nécessité un vrai travail derrière. Donc, c'est bien que tu distingues ces 4 dimensions, en fait. Merci François. Merci François. En effet, hein, il y a un contexte. Nous, on parle de 2000 personnes, mais c'est 2000 personnes uniques. Donc, à chaque fois, il y a une agilité nécessaire à entendre et à comprendre comment le parcours va influencer la situation de la personne. On parle de migration choisie, de migration subie, et ces deux axes ont complètement changé aussi les perspectives. Et du coup, je me suis efforcée à réfléchir aussi sur les freins ou les craintes que vont rencontrer les entreprises. Donc, en plus des biais cognitifs, un petit peu que tu évoquais, Fabien, il y a effectivement les enjeux du droit au travail et les freins administratifs et papiers. On pourra en reparler pendant des heures. Je pense que ce n'est pas forcément le cœur du sujet aujourd'hui et on n'a pas tous les pouvoirs non plus sur ces sujets-là. Et l'équivalence des compétences, par exemple. Mais voilà, nous, ce qu'on voit en fait dans le côté très terrain et pratique des entreprises, c'est peut-être le fait qu'elles oscillent sur comment on doit s'adapter, voire elles vont surestimer la nécessité de s'adapter et se suradapter aussi.
À la fois, il faut peut-être créer des conditions d'accueil particulières, comme tu disais, François. À la fois, il faut absolument rester clair dans les cadres, les besoins et les objectifs qu'on a pour la personne et pour le poste, et sur ses capacités réelles d'adaptation en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe. Il ne faut pas non plus verser dans l'infantilisation. C'est des choses qui vont être ressenties. Donc, il y a vraiment un juste équilibre dans l'adaptation pour ne pas se nier soi-même en tant qu'entreprise et quand même en étant dans une posture d'ouverture. Sur le français, on va pouvoir constater un petit peu deux extrêmes. Soit il y a un maternage un petit peu sur ce sujet-là, où on va pouvoir prendre le salarié pour quelqu'un qui n'est pas vraiment capable, qui comprend, voilà, le fait qu'il ne parle pas bien français, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Soit au contraire, il va y avoir peut-être une intolérance à la moindre faute et à une entente du français parfait dans l'immédiat. On sous-estime pourtant voilà, donc l'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre les deux. Et je me souviens, je crois que c'est un constat qu'on avait fait au cours de l'accompagnement d'Abdullah. C'était en fait la fatigue mentale que pouvait ressentir une personne à parler au quotidien une langue qui n'est pas la sienne dans une ambiance de travail qui est exigeante. Et voilà, et du coup, l'équipe doit aussi pouvoir faire avec ce besoin de ressourcement un petit peu mental en lien avec la langue. Ce qu'on peut dire, enfin, ce qu'on constate aussi parfois, par peur justement de materner ou d'en faire trop ou de se suradapter, c'est finalement de considérer que la personne, c'est à elle de s'intégrer toute seule et de faire l'effort. Voilà, on offre un poste, donc il faut qu'elle trouve sa place et voilà. Donc, non, même une fois dans l'entreprise, il y a besoin d'accompagner cet accueil et de faire la place justement pour qu'elle se sente vraiment la bienvenue, pour libérer un petit peu le stress potentiel au démarrage. Il faut quand même se redire qu'elle sort d'un parcours du combattant, donc il y a peut-être y avoir un effet de détente, et pour autant, il faut l'introduire, mobiliser son équipe autour d'elle et voir jusqu'à la défendre en cas de rejet ou de racisme de la part de soit ses équipes, mais peut-être aussi des clients et des fournisseurs, et c'est des choses qu'on rencontre de plus en plus. Donc voilà, il y a vraiment une alliance en fait à faire avec le salarié étranger pour lui montrer qu'on est dans la même équipe vraiment, et que du coup en tant qu'équipier, il peut compter sur son entreprise. Enfin, un dernier biais peut-être qu'on constate un petit peu, c'est sur le temps, en fait. Le temps, alors moi, j'ai pas envie il ne faut pas avoir peur du temps accordé, mais voilà, c'est pas non plus des choses qui se font en 2 coups de cuillère à peau. Et la bonne volonté, voilà, un peu non magique comme ça, ne suffit pas. Et donc, il faut pouvoir assez objectiver par des process, des référents et du temps dans les agendas, le temps qui va être quand même incontournable pour sécuriser l'accompagnement et l'intégration du collaborateur et pour éviter justement aussi parfois le fait que des équipes vont prendre le relais par défaut, par manque de planification et d'organisation, ce qui peut parfois occasionner des sentiments d'injustice, par exemple, avec des moyens qui pourraient être jugés déséquilibrés par rapport à d'autres collaborateurs, par exemple. Donc voilà, c'est important de réfléchir sur le temps. Merci Maya. J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'en rajouterais un aussi qu'on entend souvent en entreprise, c'est le fait que légalement, on n'est pas le droit de mettre les gens dans des cases de couleur de peau, d'origine ethnique et de religion. Et souvent, du coup, les entreprises se disent « Ah bah du coup, je ne peux pas le traiter ». En fait, donc il y a plein d'autres façons de mesurer. On peut mesurer de façon anonyme et avoir des choses. Il y a des outils qui permettent d'analyser aussi les patronymes des collaborateurs pour voilà, savoir un petit peu est-ce qu'il y a de la diversité ou pas. Et ça ne doit pas être un frein pour ne pas avoir d'action sur la partie diversité d'origine. Je propose qu'on passe, donc merci Maya pour ces explications, qu'on passe à François et Laure qui nous expliquent voilà, pourquoi vous vous êtes fait accompagner par Youn, quel était le contexte, quels étaient vos besoins et en quoi c'était nécessaire. Voilà, quel a été le processus de décision.
Nous, le chemin, il a été assez naturel, hein, en réalité. Abdullah, donc, puisqu'on parle de son cas et après on parlera de ce qui s'est passé après lui, parce que ça a été que le début d'une histoire, était le premier stagiaire qu'on avait embauché dans l'histoire du cabinet qui ne parlait pas du tout le français. Donc déjà, quand je l'ai embauché là, à l'époque, une des réactions de certains membres de l'équipe, ça avait été de dire, mais tu embauches quelqu'un qui ne parle pas français. Et j'aurais dit, bah oui, justement, c'est quelqu'un qui ne parle pas français, donc il nous a apporté tout son talent et toutes ses qualités de ne pas parler français, mais de parler d'autres langues. Il parlait aussi l'arabe, l'hindi, le ourdou. Donc il avait une capacité à dialoguer sur d'autres dimensions. Mais c'était vraiment un moment où nous, on s'ouvrait fortement à l'international et je sentais qu'on butait sur la compréhension culturelle de nos propres clients, la compréhension culturelle des marchés, des codes qui nous manquaient. Voilà, et moi j'ai toujours travaillé en France, vécu en France, mais toujours aimé voyager et essayer de comprendre ce qui se passait à l'extérieur. Donc en même temps, je voyais bien qu'on avait des limites derrière ça. Voilà. Donc on a choisi de prendre Abdullah comme stagiaire. Très vite, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui avait du potentiel et qu'on avait envie de l'embaucher. Et quand on l'a embauché, nous est venue naturellement la question de se dire, au fait, est-ce qu'on a toutes les clés pour lui permettre de réussir? En l'occurrence, on voyait bien que c'était quelqu'un qui avait un fort potentiel, mais qui parlait mal le français, tendance très mal au début. Donc ça nuisait à sa capacité d'expression, à la formulation de sa pensée, à des nuances qu'il n'arrivait pas à faire passer. Donc il y avait un sujet. On s'est vite rendu compte aussi qu'il y avait un sujet culturel. Abdullah est musulman, pratiquant, et il y avait certains sujets qu'il avait du mal à intégrer, comprendre. Qu'est-ce que c'est que la laïcité à la française? C'est quoi toutes ces histoires de ce que tu viens d'expliquer, en France, les quotas, les noms, enfin, dans tous les autres pays, enfin, dans beaucoup d'autres pays dans le monde, en fait, ça n'est pas fait pareil. Donc, c'était pas évident pour lui de juste comprendre de quoi on parlait. Voilà. Et puis, ce qui nous est venu assez vite aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que même quand tu es diplômé, Laure pourra en parler mieux que moi, il y a des sujets de papier, de préfecture, d'autorisation, de passeport talent. Enfin, il y a un pays formidable. Et dans ce pays formidable, il y a aussi pas mal de paperasse à gérer quand tu es un étranger qui veut travailler en France de manière parfaitement légale et cohérente. Voilà. Et du coup, l'accompagnement qu'on a eu, et peut-être que Laure, c'est mieux que tu le détailles plus complètement, ça a été vraiment de se centrer sur comment, sur la langue d'un côté, sur la culture de l'autre, on peut faire accompagner Abdullah pour lui permettre de bien s'intégrer, de bien intégrer ce que je disais tout à l'heure en introduction. Oui, et puis alors, avant de détailler les différents éléments de l'accompagnement, pour rebondir sur ton point, François, des éventuels freins qu'il peut y avoir dans l'entreprise, notamment sur la langue, hein, sur l'anecdote, alors qui n'en était pas une pour moi à l'époque, c'est que François m'a dit on recrute un stagiaire qui ne parle pas du tout anglais et français, pardon, qui parle qu'anglais, et c'est toi qui vas le manager. Et donc je lui ai répondu pourquoi tu choisis la personne qui parle le moins bien anglais dans l'entreprise pour le manager. Donc il avait sa petite idée derrière, hein, c'était pas le hasard. Et c'est vrai que oui, c'était une certaine inquiétude de ma part de me dire oh là, je vais manager quelqu'un qui ne parle pas français. Et donc, on parlera après des bénéfices, mais c'est vrai que ça a été un réel plaisir parce que, à la fois, voilà, on parlait moitié du temps français, moitié du temps anglais. Moi, ça m'a permis d'améliorer mon anglais et de me rendre compte aussi de cette fatigue mentale dont tu parlais, Maya. Hein. Du coup, je l'ai vécu et on l'a vécu aussi ensemble, puisque quand on était trop fatigué, on changeait de langue. Donc, pour l'anecdote. Donc, oui, en fait, on a contacté Youn au moment où on a voulu donc embaucher en CDI après son stage Abdullah, au moment des démarches administratives, puisqu'il avait un titre de séjour donc, pour étudiant. Et pour passer sur le mode travailleur, il fallait qu'il change ses papiers. Il avait un peu de mal, donc moi je me suis dit, bon, je vais l'aider, hein. Ce qui est administratif, j'aime bien, donc ça devrait être facile. Et en fait, ça n'a pas été facile du tout. Abdullah, plusieurs matinées, passé des matinées entières à faire la queue à la préfecture.
On avait plutôt envie qu'ils travaillent chez nous plutôt que voilà, qu'être dehors. Donc, c'est là où François m'a dit, mais je connais une association, on va les contacter, ils vont nous aider. Donc, vraiment, c'est parti de ce constat, de besoin de cette aide au niveau administratif, déjà pour que Abdullah soit en règle, et puis surtout aussi pour que nous, on puisse être en règle et qu'on voilà, qu'on ne commette pas d'erreur au niveau aussi administratif. Donc c'est vrai que là, Youn a été très, très efficace et je remercie Maya pour votre aide parce que ça a été très rapide. Il y avait derrière des personnes juridiques qui nous ont bien accompagnés. Et tout de suite, ensuite, s'est posé la question, bien sûr, quand même de la langue française, notamment pour, comme disait François, qu'Abdullah puisse arriver à bien exprimer ses idées, à bien à prendre la parole au sein de l'équipe, mais également auprès des clients, puisqu'il avait besoin qu'il soit voilà, en contact client. Donc, il y a eu cet accompagnement sur le français langue étrangère. Et un troisième volet qui était moins évident pour moi, mais que nous a proposé Youn, c'est un coaching professionnel, voilà, l'intégration. C'était moins évident parce qu'Abdullah était donc une personne diplômée d'origine indienne, qui avait vécu dans les Émirats arabes, qui avait fait ses études au Canada, en France. Quelqu'un qui était adapté très, très facilement, il avait une capacité d'adaptation. Voilà, on sentait que très bon échange. Et en fait, c'est a priori donc moins évident, mais on s'est rendu compte, je me suis vraiment rendu compte de l'apport que ça avait été, puisque derrière, moi je sentais qu'il est un peu en suradaptation aussi, à vouloir voilà, vraiment bien s'intégrer. Et il avait tendance, je pense, un peu à gommer aussi toutes les particularités, tous les éléments qui étaient en tout cas très utiles pour nous. Il avait un peu une culture aussi anglo-saxonne qui pouvait vraiment apporter du plus à l'entreprise. Et on n'arrivait pas finalement à bénéficier aussi de ces éléments qui pouvaient nous apporter, comme disait François, c'est aussi pour cela, cette culture et cette ouverture qu'on souhaitait apporter à l'entreprise. Et donc, je trouvais que ce coaching avait apporté aussi cette aisance qu'il pouvait avoir déjà pour exprimer ses ressentis. Bien sûr, ça lui a aussi permis de mieux s'intégrer, parce que là, même s'il avait cette capacité d'intégration, la culture n'était pas connue. Aujourd'hui, Abdullah, en plus, a bien évolué. Il a du management, il est directeur du pôle data chez nous. Et même sur cette partie, voilà, aussi management, comprendre les subtilités aussi du droit français et on vient de passer aussi voilà, en forfait jour, on a mis en place des notions de RTT. Bon, ce n'est pas très simple pour lui de comprendre le sens de tout ça. Donc c'est vrai que ça a été… Pour être précis, pour l'anecdote, ce qu'il avait du mal à comprendre, c'était le sens de pourquoi on voulait travailler moins en France et que dans des cultures où travailler 70-80 heures par semaine est la norme, se dire c'est quoi ces histoires de jours de récup, c'était un concept totalement étranger. Donc c'était assez amusant de discuter du sens. Maintenant il a compris, ça lui va bien, hein, mais au démarrage il avait un peu de réticence. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'était en fait, a priori, moi j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun problème voilà, d'intégration. Néanmoins, il y avait voilà, quand même des éléments culturels importants qu'il acquiert pour bien comprendre et aussi pour se positionner, pour oser. Hein, ça a été aussi ça le bénéfice aussi du coaching, c'est oser, voilà, oser s'exprimer, mais aussi voilà, oser demander apporter en fait sa valeur ajoutée dans l'interaction, c'est oser se positionner. Et donc, ça a une vertu aussi très positive sur l'intégration et son évolution Je rebondis Laure sur ce que tu dis. En fait, on l'entend, nous, on discute avec beaucoup d'entreprises et souvent dans toutes les politiques de recrutement inclusif, ça s'arrête à la signature de la fiche de poste et au jour 1. Et en fait, là, ce qu'on discute vraiment ce matin et ce qui est important, du coup, sur les diversités d'origine, mais aussi sur toutes les diversités, c'est quel est l'accompagnement qu'on a besoin de mettre
quelle profondeur, quel temps. Et ce n'est pas forcément toujours beaucoup d'investissement, ni temps, ni d'argent. Mais par contre, c'est bien de se poser la question. C'est important et nécessaire pour que ça fonctionne, de ne pas s'arrêter au jour 1, mais de dire, voilà, sur les 2, 3, 6 mois de démarrage, quel accompagnement est nécessaire et comment on le fait. Donc, merci beaucoup pour ce partage, tous les deux. La question, je pense que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça a donné? Alors, tu as déjà dit un peu, Laure, que voilà, Abdullah a déjà évolué dans l'organisation, mais quel a été le bénéfice pour Abdullah et sur le reste de l'entreprise? Parce qu'en préparant le webinaire, j'ai compris que ça a aussi ouvert des choses dans l'entreprise. Alors, François ou Laure, je ne sais pas qui veut prendre la question. Oui, je peux démarrer. En fait, premier bénéfice, il faut se remettre dans le contexte. Hein, toute l'histoire, on la raconte de manière détendue autour d'un Zoom ou d'un Teams. Donc, comme vous l'avez, si vous prenez les dates, hein, Abdullah, on l'a intégré en stage fin 2019, en salariat juste avant le Covid. Donc, on se parle de toute une situation dans laquelle on était en pleine période Covid. Qui a touché tout le monde, mais comme vous l'imaginez, nous, on est ce cabinet leader sur l'univers de la restauration, notre industrie, non seulement on était confinés comme les autres, mais en plus on étudiait une industrie qui était à l'arrêt complètement et dans un état extrêmement compliqué. Donc voilà, il y avait tout son lot de tensions qui se vivaient là-dedans. Et Abdullah, il fallait qu'on discute avec lui à distance, en visio. On ne pouvait pas se rencontrer pour discuter. Hein, dans plusieurs moments. Voilà. Donc, premier bénéfice que ça a apporté tout simplement, c'est que ça m'a permis de stabiliser une relation, de tranquilliser par rapport à des questions de culture, de dialogue, de compréhension de code, de compréhension de ce qui se vivait. Voilà, ça a donné une forme de paix dans l'intégration d'Abdullah, aussi bien de lui. Et me vient une anecdote, mais aussi c'est peut-être passé à un moment donné le risque que tu as évoqué tout à l'heure, Maya, de surcocooning. C'était notre premier salarié étranger, donc on veillait dessus avec une attention un peu particulière. Et peut-être de manière un peu surprotectrice. Voilà. Et puis il y a eu des discussions à avoir sur, là aussi, compte tenu des règles sanitaires, est-ce qu'on autorisait ou pas Abdullah à partir en vacances dans des périodes décalées pour qu'il puisse aller voir sa famille en Arabie Saoudite, alors qu'on donnait des règles de vacances qui n'étaient pas les mêmes pour les équipes. Voilà. Donc il y a eu tout un dialogue aussi. Donc je pense qu'un des bénéfices, c'est que ça nous a obligés à, comme diraient les coachs, à méta-communiquer, voilà, à communiquer au niveau au-dessus de qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Le deuxième point très clair, c'est que le sujet de l'intégration de personnes étrangères est réglé chez nous. C'est-à-dire que la question, mais on intègre quelqu'un qui ne parle pas bien la langue, n'est pas un sujet. On intègre, depuis 4 ans, on a dû intégrer une dizaine de personnes entre des salariés permanents ou des stagiaires ou contrats de qualif. Il y en a des Libanais, des Italiens, des Franco-Turcs, des Marocains, des Algériens ou Algériennes. Voilà. Et le fait qu'ils aient un français plus ou moins approximatif n'est pas une question de filtre à l'entrée pour nous. On sait que c'est quelque chose qu'on va pouvoir embarquer dans le travail et dans l'appropriation avec les équipes. Voilà. Et puis, de manière certaine, ça a vraiment accéléré notre compréhension de la diversité. Hein. C'est la semaine de la diversité et de l'inclusion. On a beaucoup débattu avec Fabien parce que j'ai un regard très, très personnellement, j'ai une forte résistance à tout ce qui est quota, cases, etc. Et en même temps, j'entends que c'est utile pour justement comprendre et capter la diversité. Mais nous, de manière très naturelle et très simple, ça a accéléré le fait qu'aujourd'hui, on est plus divers, on est plus capable de comprendre des cultures différentes. Et on ne se pose pas la question, quand on reçoit un candidat, de savoir d'où il vient. On se pose la question de savoir est-ce qu'il peut faire le job, est-ce qu'on peut l'accompagner à réussir. Donc c'est sûr que ça a joué. Et je vois que Maya, tu opines du chef. Si je devais nommer qu'est-ce que Youn apporte là-dedans, parce qu'on aurait pu le faire sans Youn, pour moi, ce qui a été déterminant, c'est d'un côté le côté très concret, très pratique des papiers, parce que c'est juste super dur pour une PME comme nous de gérer ces questions de paperasse, de comprendre comment ça marche, de comprendre par quelle porte il faut rentrer. Donc c'est super aidant et très pratique. Et puis le deuxième point, la langue. Mais à mon avis, la langue, il y a d'autres personnes qui peuvent faire des cours de langue. Je ne pense pas que ce soit le plus fort. Et là où c'est déterminant, c'est le côté
culture et coaching, parce que en plus, la coach qui accompagnait Abdullah était vraiment remarquable. Et ça nous a vraiment aidé à intégrer. Voilà. Donc, je dirais côté administratif et côté coaching qui, pour moi, patron d'entreprise, fait que je dors tranquille maintenant sur ce sujet. Et là, c'est vrai que le coaching, on parle surtout aussi d'action un peu de médiation, de faire le lien entre l'entreprise et la personne étrangère pour comprendre et décoder les situations telles qu'elles ont été pensées et pas forcément vécues, avec aussi les différences culturelles, si je peux me permettre de rebondir. Et sur ce point-là, si on devait progresser, il y a un module que Youn nous a proposé, mais qu'on n'a jamais pris, qui est pour le coup le fait de former le reste de l'équipe à ce sujet-là, qui pourrait être intéressant, je pense. Okay. Merci. Et je voudrais poser une dernière question avant qu'on prenne les questions du chat ou les remarques. N'hésitez pas. Après, si vous préférez le faire au micro, il n'y a aucun souci. Maya, du coup, en hyper rapide. Là, on sent voilà, que du coup, Laure et François sont contents de l'intégration et de l'inclusion d'Abdullah. De ton expérience, quelle est la recette finalement de cette inclusion gagnante-gagnante et pour le collaborateur et pour l'entreprise? Oui, alors au niveau opérationnel, très rapidement, effectivement, nous, on amène un coach, un formateur en France à langue étrangère et puis une coordination de cette mission en lien avec l'équipe managériale. Voilà, donc c'était étalé sur 5 mois. Mais effectivement, les ingrédients un peu qualité, c'est d'abord l'implication de l'équipe dirigeante. Donc là, on entend quand même une vraie introspection presque sur les valeurs, sur l'identité, mais aussi avec un fort pragmatisme au centre. Moi, je salue aussi la transparence qu'a eu l'équipe de Food Service Vision au sein de sa petite équipe, hein, et le partage du coup de la démarche avec les différents collaborateurs. On note aussi l'écoute et une disponibilité de cette équipe-là et des managers tout au long. Donc, en termes de temps, c'est pas forcément beaucoup au démarrage et basta, mais c'est vraiment comment on est présent un petit peu tous les jours et dans l'écoute pour déminer presque ou lever les questions que la personne peut parfois ne pas oser poser ou entendre ce qu'elle a besoin d'entendre. Youn a joué et en tout cas se positionne comme tiers de confiance. Donc à la fois en mode hotline, on a dû faire face au Covid, il y a eu des enjeux aussi politiques qui étaient très déconcertants pour les personnes étrangères en France au moment en cumulé. Donc voilà, c'était de pouvoir être réactif par rapport aux besoins de sécurisation et d'écoute. Et de poser un cadre sécurisant finalement pour permettre à chacun de s'exprimer et de jouer son rôle avec tout son potentiel et ses obligations, voilà, liées vraiment à sa fonction. Enfin, c'est l'implication de la personne elle-même, du collaborateur et de son manager pour vraiment arriver finalement à faire en sorte que ce dialogue entre les deux personnes se fasse et arriver à ce moment où le collaborateur va oser proposer, demander, se saisir des consignes, ce qui va vraiment nourrir la confiance mutuelle et les avancées dans l'expérimentation du travail ensemble et les ajustements aussi possibles. Voilà, et après, du coup, je trouve qu'effectivement, on n'a pas forcément fait la suite de valoriser un petit peu et continuer de diffuser cette culture à l'équipe, mais on voit que finalement, le Food Service Vision n'a presque pas eu besoin, puisque la machine s'est emballée, et aujourd'hui, c'est un processus qui est complètement intégré d'accueillir de nouvelles personnes de différentes origines. Donc, vraiment, félicitations, et je salue votre courage. Voilà. Merci. Alors, on a 2 questions d'Aurélie, notamment sur la formation. Donc, je pense que du coup, on y a répondu pendant qu'elle rédigeait sa question. Donc, il n'y a pas eu à proprement parler de formation en salle ou quoi sur le sujet. Par contre, on se rend compte, donc là, on est aussi sur une entreprise, donc 25 salariés à l'époque, un peu plus maintenant, où du coup, il y a peut-être plus aussi cette proximité entre tous qui permet finalement que ça se diffuse de façon assez naturelle. Par contre, dans les plus grosses structures, c'est en effet, en tout cas, c'est une recommandation qu'on a chez AFL Diversity et chez Youn, d'avoir aussi à minima de la sensibilisation, voire de la formation, pour s'assurer qu'en fait, cette médiation
vision qu'on peut apporter avec le collaborateur et le manager, bah, en fait, on en a aussi un peu besoin, on peut en avoir besoin auprès de l'équipe. Donc, ça peut s'avérer nécessaire. Ouais, pour répondre là-dessus, effectivement, on n'a pas fait de formation au sens strict et je pense que ça vaudrait le coup qu'on le fasse maintenant. En revanche, on a vraiment beaucoup communiqué autour du sujet. Enfin, moi, j'ai fait exprès de nommer et accompagner auprès de mon comité de direction qui parle diversement les langues, on va dire, et qui est diversement intéressé par l'international, par les équipes, voilà, de stimuler, de comprendre, de communiquer sur le sujet, voilà, de rien laisser dans l'ombre. Quand il y avait des incompréhensions, on accueille quelqu'un qui a une culture différente, de communiquer là-dessus. Voilà, et après, il y a aussi, enfin, ce qui est super quand on a une diversité plus grande aussi, c'est qu'il y a plein d'occasions. Il y a les Coupes du Monde de foot, il y a les Euros, il y a les matchs sportifs, il y a plein d'occasions de se parler de cultures différentes et dialoguer autrement. Mais je pense qu'on pourrait le faire, effectivement. Je le recommanderais de le faire. Je pense qu'on va le faire chez nous, d'ailleurs. Merci. Du coup, tu touches un peu, il y a quelque chose qui sous-tend un peu ton discours, François, et aussi Laure, c'est aussi l'enjeu de performance. Donc, tu as verbalisé aussi notamment d'internationalisation d'entreprises. Mais voilà, je pense que vous êtes tous au fait. Mais si voilà, il y a plein d'études qui montrent qu'une équipe plus diverse, elle est plus riche, elle est plus innovante, elle est plus performante et elle est meilleure aussi dans la résolution des problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà, donc il y a aussi un enjeu de performance in fine dû à cette richesse et cette mixité. Et on a une autre question. Pardon. Il y a une autre question d'Aurélie sur avez-vous revu Exactement. votre sourcing de candidats? Alors là, je vais être plus cash. C'est que je ne sais pas quel type d'entreprise sont représentées autour de la table. Et nous, on est comme nos clients de la restauration, on a un mal fou à recruter. C'est en fait, on veut se développer et on a un mal dingue à recruter les bons talents au bon moment, de la bonne façon. On a un poste ouvert en chargé d'études quantitatives depuis 6 mois, on n'arrive pas à le pourvoir, enfin, c'est l'enfer. Donc on est très heureux d'accueillir des personnes étrangères ou des personnes d'origine étrangère, quelle que soit leur culture et leur histoire, du moment qu'ils fit avec le job. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas revu, on est juste très ouvert à ça et ça se fait de manière assez naturelle, notamment dans les métiers de la data. Nous, on se développe beaucoup sur la data et là, pour le coup, on trouve quasiment que des profils étrangers sur ces jobs-là. Merci, François. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Si vous préférez le dire à l'oral, il n'y a pas de souci. Après, moi, je peux peut-être réagir Question, rapidement sur l'enjeu du coaching aussi, c'était de permettre une soupape, c'est de permettre une soupape finalement aux salariés pour oser poser toutes ces questions dans une vraie intimité finalement et sans jugement et préjugement. Donc voilà. Sur la question management interculturel, formation des équipes. Je trouve ça intéressant de se dire, François, que c'est après peut-être que ça peut nommer en fait des choses, mais c'est aussi se dire, il n'y a pas besoin de préparer un terrain. On n'a pas le temps de préparer tout le terrain. Je pense que dans les réalités des entreprises, voilà, on ne peut pas tout border, on ne peut pas tout contrôler à l'avance. Au contraire, il va falloir travailler l'agilité de l'équipe par la disponibilité, l'écoute, la métacommunication, le partage. Donc, nous, on ne parle pas forcément de formation au management interculturel qui est très théorique, qui est très les Indiens avec les Anglais. Voilà, l'important, c'est les cas particuliers finalement. Et donc, on a plusieurs offres qui se complètent les unes les autres, mais pour répondre à cet enjeu-là, nous, on parle d'interculturalité, donc de management, enfin de formation sur l'interculturalité, qui est en fait, chez nous en tout cas, un mot pour apprendre à se comprendre soi-même, son fonctionnement et son cadre de référence, pour imaginer finalement celui de l'autre et réfléchir à quelle serait cette rencontre finalement entre deux étrangers que nous sommes. Et aujourd'hui, moi, je suis étrangère à vous tous, et donc on doit essayer de se comprendre, et on a de toute façon des cadres de référence différents. Voilà. Merci. J'allais justement aussi rebondir là-dessus. Là, donc là, on a pris l'exemple d'Abdullah, qui est une personne étrangère qui est arrivée en France. Mais finalement, les problématiques, les situations et les solutions sont les mêmes aussi dès qu'on va toucher aux origines sociales. Hein, quand on va avoir une personne qui vient des quartiers prioritaires de la ville, qui vient alors je vais le dire sans aucune animosité parce que j'ai de la famille qui en vient, mais proche de Vesoul, ou dans qui discutent avec des gens qui sortent d'écoles de commerce ou de Sciences Po. On a aussi ces enjeux de culture. Parfois, on s'y attend moins, mais ils sont aussi là. Donc voilà, tout ce qu'on dit là aussi est
est complètement applicable à la diversité en général et d'origine sociale et ethnique aussi. On avait une question, et Laure elle a un peu touché, sur la réticence à parler une autre langue que le français en France. Est-ce que vous avez des conseils pour modérer cette réticence, inquiétude, rapidement ou Ouais. Nous, c'est enfin, ça a été par l'expérience, du coup. par expérience? Ok. Voilà, en fait, enfin, il y avait le côté un peu, il faut y aller. Et c'est en découvrant, voilà, après, c'est pas forcément préparé, mais on se rend compte qu'on y arrive. Et aussi, le bénéfice, c'est que si voilà, les étrangers ne parlent pas bien français, ça nous décomplexe aussi un petit peu d'essayer, voilà, en tout cas, de parler l'autre langue. Donc, c'est pas, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était plus par l'expérience que ça nous avait un peu décoincé à ce niveau-là. Moi, je nommerais quand même là-dessus plusieurs étapes, hein. Pour moi, il y a l'étape 1 où il faut une décision du dirigeant, moi en l'occurrence, ou de la direction, pour dire on fait rentrer quelqu'un, il ne parle pas la langue, ça va être le bazar parce qu'il ne va pas parler certaines choses, etc. Et on assume. Et cette personne-là, il se trouve que là, elle parlait très bien anglais, donc elle a aidé l'équipe à monter en anglais. Donc, le niveau d'anglais de la boîte a fait plus 50% sur les 4 dernières années. Deuxièmement, il y a un moment donné où une langue, c'est une langue, une culture, c'est une culture, et ça se respecte. Et je pense qu'être exigeant sur le français comme être exigeant sur l'anglais qu'on pratique, c'est important, y compris pour, ici, Abdullah, mais n'importe quelle personne. C'est-à-dire qu'il y a la phase où on accepte le sabir, où ça parle franglais, globish, c'est pas très bien écrit. Et puis il y a une phase où il faut juste lui dire, tu veux devenir directeur ou tu veux prendre un job, on va t'accompagner à parler mieux français, mais il faut avoir cette exigence-là parce que notre langue, elle est riche, elle est précieuse, elle est subtile et c'est con de la malmener. Et nous, vous voyez, notre nom s'appelle Food Service Vision. On a eu toute une étape de vie, on parlait beaucoup de franglais. On est de plus en plus à séparer le fait de parler vraiment français ou de parler vraiment anglais. Et d'essayer de faire dialoguer les deux langues, mais de minimiser les acronymes mélangés, parce que je pense que c'est rendre justice à personne, en fait. Voilà, donc mais il y a une phase d'intégration, il faut accepter que ça ne parle pas tout à fait comme il faut, et tout va bien, on arrive quand même à super bien avancer. Sur l'apprentissage du français, parce qu'il y a une question dans le chat aussi pour des publics pas ou peu qualifiés, voilà, pour des métiers pas ou peu qualifiés. En fait, il faut quand même regarder les choses en face et se dire l'apprentissage d'une langue, c'est toute une vie. Donc nous, c'est ce qu'on commence par dire aux personnes. Écoute, les personnes, elles vont apprendre le français tous les jours par ailleurs. La plus-value de l'entreprise, c'est vraiment d'apporter des solutions sur le français du langage métier, du langage professionnel. Du coup, nous, quand on déploie un formateur FOSS français sur objectifs spécifiques, il va vraiment avoir comme contrat de s'appuyer sur des documents et des situations langagières, linguistiques authentiques, des documents, des réunions, des enjeux de présentation, etc. Et d'accompagner le salarié à oser aller vers ça tout de suite, avec des mots-clés, etc. Donc, ça peut prendre la forme, nous, ça prend la forme d'un accompagnement individuel, mais on réfléchit dans tous les cas à développer des formations techniques sur des enjeux parfois de sécurité. Hein, on peut pas imaginer dans le monde industriel les chaînes de montage, etc. Comment l'entreprise peut déployer des ateliers de FLE spécifiquement sur des gestes de sécurité, des premiers gestes techniques pour en fait décoincer le sujet du français dans l'emploi et ouvrir ensuite peut-être des relais, soit par l'équipe, soit par ailleurs sur le territoire, pour continuer de parfaire son niveau de français. Mais voilà, il y a un enjeu à ce que l'entreprise mette les moyens sur l'apprentissage du français métier, si elle veut effectivement qu'un minimum de compréhension et d'échange soit possible. Merci à tous. Donc, FLE, ça veut dire français langue étrangère, pour ceux qui ne sont pas familiers ou moins familiers. Du coup, il nous reste 3 minutes. Vraiment, je vous remercie tous les trois pour votre implication et vos partages. On avait une question qu'on n'a pas eu le temps de faire sur un peu l'accompagnement que Youn peut faire, mais on voit qu'il y a déjà eu dans la discussion vraiment tout ce qui est accompagnement à l'intégration, à l'évolution aussi, les services voilà, de l'accompagnement aussi dans la maîtrise du langage technique au métier, et voilà après aussi tout ce qui est fait comme aujourd'hui de sensibilisation et d'accompagnement à l'administratif. Le replay sera disponible
j'espère lundi. Et on fera un mail du coup à tous les inscrits et ce sera disponible aussi via le site de l'AFMD. N'hésitez pas à suivre, là je vous ai mis les contacts de Youn, de moi, AFL Diversity, le Grand Prix si vous voulez aussi suivre la cérémonie. Vous pouvez nous suivre et nous contacter sur LinkedIn tous. Et pour les 2 minutes qui restent, j'aimerais bien vous entendre, parce qu'on a eu des échanges hyper riches aussi avec François, sur, voilà, c'est quoi le conseil que vous avez envie de donner, Laure, François et puis finalement Maya, mais vraiment en une phrase, pourquoi il faut y aller, quoi? Pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant et pourquoi on y va sur ces sujets? Ouais, je veux bien commencer. Laure. Moi, je dirais c'est vraiment pour l'ouverture et l'enrichissement. Enfin, moi, ça m'a enrichi à titre personnel. Je pense que ça a enrichi aussi toute l'équipe. On a un cabinet d'intelligence économique, donc on a besoin de cette ouverture et de cet enrichissement. Et pour finir, il y a quelques années, on était une équipe entre les âges de 28-42 ans, très féminin, franco-français. Et aujourd'hui, au-delà d'équipes multiculturelles, on a également récemment embauché des personnes de plus de 55 ans, de 60 ans pré-retraite. Certaines, pareil, c'était la même chose. Certaines personnes nous disaient, mais oh là, d'autres profils. Et je vois vraiment l'apport. C'est pas toujours simple, ça prend du temps, mais l'apport vraiment de cette ouverture et de cet enrichissement dans notre travail aussi, à titre personnel, mais aussi dans notre activité. Super, merci beaucoup Laure. François. Conseil, enfin, j'ai déjà partagé l'expérience. Je pense que si je devais pointer quelque chose, on est dans un monde qui vit des transformations extrêmement profondes. On est dans un contexte politique extrêmement difficile. Et l'entreprise, c'est un lieu d'expérimentation du compagnonnage, de la rencontre, de l'hospitalité toute simple. Voilà, et tout simplement, quand il y a un besoin de recherche de salariés, que ce salarié il a d'une autre origine, accueillons-le et travaillons avec lui. Et ça peut que bien se passer si on est dans cette posture-là. Voilà, tout simplement. Merci. Maya. Moi, je dirais d'oser la rencontre, voilà, de ne pas avoir peur, de ne pas vouloir forcément, de ne pas entendre peut-être tous ces freins, mais d'oser y aller. Et vraiment, c'est sur le chemin que les solutions arrivent. Et vous n'êtes pas seul puisqu'il y a l'autre. Et l'autre aussi, il est fortement motivé. Et vous ne pouvez pas savoir toute l'envie des personnes de travailler. Nous, on n'a pas de problème de mobilisation du public. Et on accueille tous les jours des nouvelles personnes qui ne demandent qu'à être accueillies, travailler, s'adapter et déployer des efforts. Donc, oser cette rencontre et la création de cette confiance. Merci beaucoup à tous les trois et je retiendrai aussi des mots que tu as eu François quand on préparait, c'est qu'on est vraiment dans l'hospitalité, dans le bien vivre ensemble, en fait assez naturel et quand on rentre dans les sujets, la relation avec l'autre, on se rend compte que c'est ça en fait, c'est du relationnel, interpersonnel assez simple. Je vous remercie beaucoup tous les trois, merci à tous qui avaient suivi ce webinaire, merci pour ces commentaires. Et écoutez, on partagera le replay, donc n'hésitez pas à le partager à vos connaissances si vous pensez que ça peut en intéresser. On est là pour vous si besoin. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Au revoir. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.